Il est élégant, musclé, brillant comme une pièce de monnaie. Il bondit dans les rapides, traverse des océans au grand complet et revient exactement là où il est né. C'est le saumon atlantique, un poisson à la fois mystérieux, puissant et vulnérable. Longtemps symbole de liberté, le saumon est aujourd'hui au cœur d'une énigme. Pourquoi il disparaît? Que relève-t-il sur la santé de nos rivières, de nos océans et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Dans cet épisode, on remonte le courant, littéralement. On va explorer les secrets d'un poisson mythique, écouter ceux et celles qui l'étudient et découvrir comment ce roi des rivières devient un messager de l'océan. Et pour plonger dans son univers, j'ai rencontré une biologiste qui connaît le saumon comme on connaît un vieil ami. Oui, je m'appelle Myriam Bergeron, je suis biologiste et directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Bienvenue dans Balado, au cœur du Saint-Laurent, la série où les espèces en péril vous racontent leur histoire. Et celle du saumon atlantique, vous allez voir, c'est toute une odyssée. Imaginez, vous êtes au bord d'une rivière à l'aube, le soleil n'est pas encore levé, et soudain, une forme argentée fend la surface et disparaît. C'était lui, le saumon. Élancé, silencieux, insaisissable. En fait, c'est un poisson majestueux en soi. Il peut mesurer presque 1 mètre pour les plus grands, ce qui est quand même pas rien pour un salmonidé. 1 mètre, c'est presque la taille d'un élève de maternelle. Mais un saumon n'a rien d'un poisson ordinaire. Il passe sa vie entre deux mondes, l'eau douce des rivières et l'eau salée de l'Atlantique Nord. Et pour chaque étape de sa vie, il change de costume. En mer, il va être argenté comme un miroir, et de retour en rivière, il enfile sa tenue de combat. On va voir quand il part en migration dans la mer, il a la forme très effilée, argentée, donc il est très adapté à la vie en mer. Puis quand il revient en rivière pour aller se reproduire, on voit leur couleur changer, aller du vert, bleu, brun, des taches rouges parfois même. Les mâles vont développer un crochet sur la mâchoire inférieure pour essayer de sortir le plus beaux atours pour aller chercher les femelles puis se reproduire. Donc, c'est vraiment un poisson qui est fascinant à voir. Ce crochet, ça s'appelle un kype. C'est comme une mâchoire qui pousse vers le haut. Pas super pratique pour manger, mais parfait pour impressionner les femelles ou intimider ses rivaux. Mais ça, c'est rien comparé à leur pouvoir secret. Les saumons sont capables de revenir exactement à l'endroit où ils sont nés. Et ce, après avoir nagé des milliers de kilomètres dans l'Atlantique Nord. Un des fun facts qui me fait capoter, c'est le fait que quand il part de l'Atlantique Nord pour revenir vers nos rivières, il faut savoir que les saumons, à 95% des cas, retrouvent la rivière dans laquelle ils sont nés. C'est incroyable. Ils parcourent des centaines et des centaines de kilomètres pour retrouver cette rivière-là. Souvent, ils vont aller même se reproduire près des frayères où ils sont nés. C'est ce qu'on appelle le phénomène du homing. Ils mémorisent l'odeur de leur rivière natale pendant leur jeunesse et plus tard, ils la retrouvent. Un peu comme si vous pouviez retrouver votre maison d'enfance juste en suivant l'odeur du pain grillé le matin. Et tout ça sans GPS, sans carte et sans manger. C'est vraiment exceptionnel. Puis dans tout ce parcours-là, avec tous les changements que ça demande à leur corps, ils vont pas s'alimenter. Donc, les saumons sont capables de ne pas s'alimenter pendant de très, très longues périodes. Donc, plusieurs mois, en fait, là, où c'est très, très peu d'alimentation. Ils jeûnent pendant toute leur migration de retour, puis durant la reproduction. Certains perdent jusqu'à 40% de leur masse corporelle. Et malgré ça, ils sautent des cascades, ils nagent à contre-courant et ils vont jusqu'au bout. Un saumon, c'est un mélange de force, de mémoire, de transformation et d'obstination. C'est vraiment des vrais guerriers. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est les rois des rivières. Et il revient année après année à la même rivière, à la même fosse. Et ce lien-là entre le saumon et son territoire, il existe aussi depuis très longtemps chez les humains.
Dans nos podcasts, on a toujours une partie sur les savoirs autochtones. Mais pour cet épisode-là, j'ai pas cherché à réinventer la roue. Il existe déjà un épisode absolument parfait sur le sujet, produit par Saumon Québec, et il rassemble 3 personnes autochtones qui parlent du saumon avec une justesse et une profondeur que j'aurais jamais pu recréer. Alors j'ai pris des extraits et je vous les partage ici. Mais si vous aimez ce que vous entendez, allez écouter l'épisode complet. C'est riche, honnête, nécessaire et évidemment, on va le mettre dans le descriptif de cet épisode. Quand on parle du saumon comme d'un poisson emblématique, on le dit souvent d'un point de vue écologique ou sportif. Mais pour plusieurs nations autochtones du Québec, le mot prend un tout autre sens. Écoutons d'abord Maxime Roch de la communauté Innu nous expliquer à quel point le saumon fait partie de son histoire familiale. Le saumon, chez nous, c'est le début de notre périple vers le nord. Fait que si on gardait le saumon, on garderait nos traditions, qui veut dire le caribou, la chasse, la pêche, toutes nos coutumes. Ce lien, il passe par des gestes, par la transmission familiale, par la nourriture, oui, mais aussi par la façon de vivre. Mon saumon, il est fumé scientifiquement. Oh, OK, d'accord. C'est un mélange de froid et de chaud avec un bois mort qui est le même bois mort pour faire la tannure de caribou. Tout ce qui est confection quasiment Innu, là, part de cette fumée-là. Même notre nourriture qui donne son goût. Ce savoir-là, il est ancré dans le territoire. Il relie la cuisine, l'artisanat, les saisons et les générations. Écoutons Quentin Kondo de la communauté Micmac nous parler de l'importance culturelle de cette belle espèce. Ben, le saumon, pour moi, c'est un exemple de la résilience, de revendication and existence. Ça fait que nous autres, on pêchait le saumon. Mon père était connu, ça fait longtemps, dans le milieu du saumon, dans le monde du saumon, parce que c'était la première qui a pêché avec des filets dans ce temps-là, puis il le faisait en revendication. Tout le monde pêchait avec des filets autour du baie de Chaleur dans ce temps-là. On parle des années 50, 60, jusqu'aux 70, puis nous autres, on n'avait pas le droit d'y aller pêcher. Même sur la bord du Cascapédia, on n'avait pas le droit de la pêcher, ça fait qu'il nous appelait des poachers, c'est ça. Puis mon père, c'était un gars qui était pas mal robuste, big guy, rough guy. Puis lui puis ses frères, ils ont décidé, non, on va mettre des filets aussi, on va prendre notre place. Puis c'est comme ça que ça a commencé, puis ça a brassé l'affaire comme il faut, puis ça, c'est dans les années 70. On réalise que Quentin parle du combat de son père non pas comme une anecdote, mais comme une étape dans une histoire pas mal plus grande. En 2008, où est-ce qu'on a arrêté pêcher avec les filets? Parce qu'on checkait tout le nombre de saumons qui est rentré dans la rivière, puis il était comme autour de 1000 saumons qui est rentré en 2007. C'est rien pour Puis, la grande. oh mon Dieu, puis ça fait qu'on a dit, il faut faire du quoi? Ça fait que on a essayé, la première année, juste ôter les filets, voir comment ça allait. L'année prochaine, l'année d'après, on avait déjà vu plus de saumons. Ça fait que là, on a signé une entente plus longue. Je pense une entente de 10 ans. Puis là, on check les nombres du saumon. On a plus de 3500 saumons qui rentrent dans la rivière. Ça fait qu'il faut dire que ça marche. Mais c'était pas juste les filets, là. Non. On enlève nos filets, mais on enlève les tags aussi, remise à l'eau. Puis là, la grosse différence, on voit à cette heure, ça fait on voit des gros saumons en grand nombre. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les jobs dans nos communautés, c'est bon pour les jeunes. Et bien avant la télémétrie ou les quotas, ces principes-là, pour protéger le saumon, ils existaient déjà dans les gestes. Écoutons Réginald Michel nous le raconter en Innu. Chez les Inuits, la pêche au saumon atlantique se faisait toujours avec beaucoup de respect. Avant de harponner, ils observaient attentivement les poissons pour capturer seulement les mâles, reconnaissables à leur mâchoire en crochet. Les femelles étaient volontairement laissées tranquilles pour leur permettre de se reproduire. Les Inuits connaissaient bien le cycle du saumon et savaient comment préserver cette ressource pour être certains d'en avoir encore à chaque retour du poisson dans la rivière.
Une science du territoire transmise sans micro, sans balise, mais avec des générations d'observation et d'écoute. Écoutons maintenant Audrey Ringuette, originaire de la communauté Innu de Uashat-Mak-Maniotenam et guide de pêche sur la rivière Moisy, nous raconter sa connexion à elle avec le saumon. Je veux amener les gens à découvrir ma passion parce que je suis une fille intense dans la vie. Fait que, tu sais, comme je vis ma passion vraiment, puis je veux que mes amis me suivent là-dedans. Puis j'étais toute seule femme, tu sais, dans mon cercle. Je me ramassais tout le temps toute seule de filles avec des gars. Puis, tu sais, j'étais comme crime, c'est plate à m'emmener, tu sais. Fait que là, tranquillement, j'amenais mes amis, puis je les amenais pêcher. Mais tu sais, comme après ça, le monde, il disait, ah, mais tu sais, tu guides-tu? Non. Ben, tu veux-tu m'amener à la pêche? Ben, non, mon gars, il a perdu son premier saumon cet été. Puis, ben, le saumon, c'était comme 20 livres, là. Tu sais. Mais il a tellement eu la piqûre que le lendemain, il m'a dit, maman, on retourne à la pêche. Fait que, tu sais, moi, c'est, yes, j'ai gagné. Ouais. Ma fille, elle pêchait à Natashquan, à Pourvoirie-Époux. Puis, écoute, c'est un bassin, tu sais, elle a pogné 3 saumons dans l'avant-midi. Wow. Puis, elle riait de moi. Tu pêches tout le temps, t'en pognes pas tout le temps. Je suis comme, t'es là, Natashquan, tu sais. Mais elle a aimé ça. Puis là, tu sais, comme, maman, je veux pêcher comme toi. C'est vraiment des belles histoires de famille. Et pour les Micmacs, comme chez plusieurs autres nations autochtones, le saumon, c'est pas seulement un symbole d'identité. Ça fait aussi partie des cycles spirituels et des récits de création. Dans certains enseignements traditionnels, le saumon est associé à l'eau vive, au renouveau saisonnier et à l'idée de ce voyage et de ce retour, comme les âmes qui reviennent vers leur point d'origine. Il y a même des légendes où le saumon est porteur de connaissances, un animal qui sait, qui sent les courants et qui choisit le moment de revenir. Dans ces histoires-là, c'est pas juste un animal à attraper, c'est un allié, un guide. Je vous rappelle que ces extraits proviennent principalement d'un épisode qui s'appelle Traditions autochtones d'hier à aujourd'hui et c'est en ligne sur le site de Saumon Québec. Si le sujet vous parle, prenez le temps d'aller écouter cet épisode-là parce que parfois, pour comprendre un animal, il faut écouter ceux qui l'écoutent depuis des siècles. Le saumon atlantique, c'est un peu comme le roi des allers-retours. Il va naître dans une rivière, une vraie, pas un ruisseau paresseux, là, une grosse rivière froide, bien oxygénée, avec du courant et des cailloux. Là, il passe sa jeunesse en mode discret. On va l'appeler tacon ou juvénile. Il mange des insectes, il va grandir doucement et au bout de 2 ou 3 ans, il sent que c'est le moment. Alors, il change littéralement. Son corps va s'adapter à l'eau salée. Il devient plus argenté, plus hydrodynamique et il se transforme en smolt. Le smolt, c'est le saumon ado, celui qui quitte la rivière pour plonger dans l'océan. Il descend le fleuve, traverse l'estuaire et hop, le grand saut dans l'Atlantique Nord. Là, pendant 3 ans, il va se gaver. Des caplans, des lançons, des crevettes, du krill, du hareng. C'est un vrai buffet froid. Il peut multiplier sa masse par 10, par 20 même des fois, et il devient un super prédateur. Un jour, sans carte, sans GPS, sans boussole, il fait demi-tour et il revient. Il revient pas n'importe où. Il revient exactement à la même rivière, parfois dans la même fosse, pour frayer, c'est-à-dire pour pondre ou féconder des œufs. Puis, certains meurent, d'autres repartent et le cycle recommence. C'est ça, un saumon atlantique, un poisson capable de vivre en eau douce et en eau salée, un athlète de fond, un navigateur hors pair et un survivant. Et aujourd'hui, un grand migrateur en péril. On connaît bien la rivière, on la voit, on y pêche, on y mesure, on y compte. Mais la mer, c'est une autre affaire. Pendant des années, ce que devenaient les saumons une fois sortis du fleuve, c'était un mystère. Où est-ce qu'ils allaient? Combien il y en avait qui revenaient? Et surtout, pourquoi autant de saumons disparaissaient en route? Et c'est là où les chercheurs entrent en jeu. Quand on parle de la recherche sur le saumon atlantique, on ne parle pas juste de quelques biologistes les pieds dans une rivière. C'est vraiment un aspect que je trouve absolument essentiel, fascinant puis grisant, en fait. Moi, j'ai fait une maîtrise en océanographie, puis ça a été un des éléments que j'ai le plus apprécié, c'est le fait que c'est vraiment une discipline qui est un domaine qui est multidisciplinaire,
que justement, tu avais beaucoup de gens qui arrivaient. Moi, j'arrivais avec un background de biologiste. Ben, il y en avait que c'était des géographes, il y en avait que c'était des physiciens, il y en avait que c'était des informaticiens même pour faire des modèles mathématiques et tout ça. Donc, il y avait une convergence puis un partage de savoir qui était super important dans cette science-là, qui, moi, m'a vraiment, en fait, amené aussi à travers tout ça vers le saumon. Océanographie, hydrologie, géomorphologie, écophysiologie, télémétrie, modélisation. C'est tout un monde qui s'affaire à comprendre un poisson. Il y a beaucoup de choses qui intéressent les chercheurs par rapport au saumon, mais c'est surtout de savoir comment on peut prendre soin des populations de saumon puis leur donner les conditions qu'il faut pour avoir une augmentation des populations. Oui, on s'est amélioré. Oui, on prend plus soin de nos rivières. Oui, on est plus conscient de notre impact sur l'écosystème, mais dans les faits, on n'a pas encore réussi à mettre le doigt sur comment vraiment changer la donne, puis comment vraiment restaurer les populations de saumon. Et le déclin du saumon, ben, ça date pas d'hier. À la fin des années 70, au début des années 80, il y a vraiment eu un grand déclin des populations de saumon partout dans son aire de distribution. On sait qu'il y avait de la surpêche commerciale qui a été fermée depuis. Il y avait également des pratiques là, comme la drave qui avaient eu des impacts vraiment négatifs sur toutes nos rivières, sur les habitats des poissons en général, qui a été super difficile dans ces années-là. Surpêche commerciale, drave, barrage, des pressions étaient énormes. Certaines pratiques ont cessé, d'autres ont été corrigées, mais d'autres menaces sont apparues. Et ce qui inquiète aujourd'hui, c'est surtout ce qui se passe en mer. En 2022 et en 2023, il y a eu vraiment une hausse des mortalités dans ces 2 années-là. Des saumonaux qui partent des rivières pour aller se nourrir en mer. Et pour les suivre là-bas, les scientifiques ont sorti les outils de haute précision. On fait de la télémétrie. Et oui, de la télémétrie. Ils insèrent un petit émetteur dans le ventre d'un jeune saumon et attendent qu'il passe devant les stations d'écoute réparties sur son chemin. Ben en fait, je peux parler principalement là, pour les rivières du Québec méridional, disons, puis une bonne partie là, des rivières aussi du côté des Maritimes. Donc, les saumonaux, quand ils vont partir, ils vont dévaler les rivières au début de l'été. Puis c'est vraiment depuis peut-être les 5 dernières années où il y a eu une intensification des études en télémétrie qui ont permis de découvrir tout ça. Les saumonaux font un voyage à travers le Golfe. C'est fascinant parce que ils vont traverser le Golfe pour se rendre jusqu'au détroit de Belle-Île en quelques jours, en fait. Puis ils vont tous s'attendre. Avant de passer le détroit de Belle-Île, c'est pas un comportement qui est social, mais assurément un comportement qui est en lien avec la synchronisation de leur cycle de vie avec la température de l'eau, la salinité, tout ça qui fait en sorte que sur une courte période, ils vont se rendre dans le golfe du Saint-Laurent juste avant le détroit de Belle-Île, puis ils vont faire cette traversée-là du détroit de Belle-Île presque tous en même temps. Puis dernièrement, on a aussi appris que les saumonaux qui sont destinés à revenir après 1 an de vie en mer, c'est ceux qu'on appelle les madeleinots ou les grilles, ils vont aller s'alimenter un peu plus près des côtes du Labrador, tandis que ceux qui vont passer au moins 2 ans en mer vont, eux autres, traverser dans l'Atlantique Nord pour se rendre plus proche du Groenland, dans le fond, un peu au sud-ouest du Groenland. Il y a des grandes aires d'alimentation qui sont là aussi. Les saumonaux qui se rendent là, ça va être les saumonaux qui vont passer, là, généralement, pour la grande majorité, 2 ans à se nourrir et à grandir, qui vont revenir après se reproduire, mais qui peuvent passer jusqu'à 4 ans en mer avant de revenir se reproduire dans les rivières. Et tout ça, c'est pas juste une histoire de poissons. C'est majeur, puis on connaît peu des écosystèmes aquatiques, finalement, quand on se met à regarder l'ampleur de tout ce qu'on ne sait pas sur l'océan, de tout ce qu'on ne sait pas sur les poissons, sur le phytoplancton, sur les algues, sur les micro-organismes. Comprendre le saumon, c'est aussi comprendre ce qui se passe dans l'océan, et c'est devenu urgent. Donc, on s'intéresse de plus en plus à l'océanographie, les changements de température de surface, des courants dans le Golfe. Il y a beaucoup des écophysiologistes, des biologistes marins qui font des relations là, entre les différents types d'animaux, finalement, dans tout cet écosystème-là, que ce soit
les proies sur lesquelles s'alimente le poisson, la disponibilité, la qualité, que ce soit au niveau des prédateurs, que ce soit au niveau de la qualité de l'eau. Et au centre de cette toile, le saumon, une espèce sentinelle. Compte tenu que le saumon atlantique, on a énormément, c'est probablement un des poissons les plus étudiés au monde. Donc, on a beaucoup, beaucoup de données, d'informations sur ce poisson-là, ce qui en fait un indicateur de la qualité des écosystèmes qui est incroyable, en fait. Puis, de par le fait que c'est un grand migrateur, on est capable de voir finalement cet effet-là sur les écosystèmes en regardant ce qui se passe à même les populations de saumon. Donc, on se rend, je pense, de plus en plus compte, de façon générale, là, dans la communauté scientifique, des personnes qui s'intéressent au changement climatique, aux défis environnementaux auxquels on a à faire face, de l'importance de ces espèces indicatrices-là qui peuvent nous aider à orienter des prises de décision à différents égards. C'est pour ça que le saumon attire autant l'attention, pas juste pour lui, mais pour tout ce qu'il représente. Faire tomber en amour avec le saumon parce qu'on en a besoin aussi pour justement faire face à ces défis environnementaux-là. Un poisson qui traverse les océans, un poisson qu'on suit avec des satellites et un poisson qui nous aide à comprendre comment va notre planète. Au Canada, il y a un comité indépendant, le COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, qui a étudié 50 populations différentes de saumon atlantique. Verdict? 34 populations sont en péril, dont plusieurs ici, au Québec. En Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent ou en Anticosti, certaines rivières qui accueillaient autrefois des milliers de saumons n'en reçoivent plus que quelques centaines. Et ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des taux de retour catastrophiques. Parfois, moins de 1 saumon sur 200 revient de la mer. En clair, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup des jeunes qui quittent leur rivière qui vont revenir pour frayer. Pourquoi? Parce que tout au long de leur parcours, les saumons rencontrent des obstacles, littéralement. Selon les documents de Saumon Québec et du gouvernement, des centaines d'obstacles sont recensés dans les rivières québécoises, rendant la migration des saumons très difficile. Des ponceaux, des routes, des barrages, des seuils artificiels. Et ça, c'est juste pour la partie rivière. En mer, c'est d'autres choses. Le réchauffement, la surpêche, la perte des proies, des parasites, de la pollution, de l'aquaculture. Et tous ces stress s'ajoutent les uns sur les autres. Ce qui le rend vulnérable, c'est les changements climatiques, les changements notamment dans le golfe du Saint-Laurent qui sont très rapides. Il y a des extrêmes de température qu'on voit, puis on les voit aussi parfois en rivière, là, qui peuvent avoir un effet sur la survie des saumons, qui le rendent vulnérable. Et là, on vit quand même un épisode qui est plus préoccupant. On sait que le cycle de vie du saumon est d'environ 5 ans. Donc, quand on perd une cohorte ou quand il arrive des événements majeurs, c'est sûr que les répercussions peuvent se faire sentir sur plus longtemps, puis c'est plus difficile de remonter la pente pour une espèce comme ça de façon générale. Les saumons font face à une combinaison de pressions qui rendent chaque étape de leur vie plus risquée. Et pourtant, on ne baisse pas les bras parce que comprendre, c'est le début de la solution. Et parce que le saumon est un indicateur, quand ça va mal, c'est qu'il se passe quelque chose de plus grand. Quand le saumon va pas bien, souvent, l'environnement non plus. OK, le constat est clair, le saumon va pas super bien, mais ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras, au contraire. Donc, on parle beaucoup maintenant de restauration des habitats en rivière. On s'intéresse beaucoup à l'hydrogéomorphologie. On le sait que maintenant, le fait de restaurer un habitat, c'est pas si simple. Il faut que ça respecte la dynamique de l'eau, de la rivière, les pentes, le bassin versant. Donc, il y a une foule d'aspects de la science qui ont été développés dans les dernières années avec ça. Il y a plein de monde un peu partout au Québec qui retape des rivières, qui enlèvent des barrages inutiles, qui plantent des arbres pour ombrager l'eau, qui font toutes sortes de choses pour essayer de protéger et de donner une chance au saumon atlantique. Et ces gens-là, Myriam nous l'explique, ils sont assez particuliers.
Je pense que les personnes qui arriveraient d'une autre planète se diraient que les gens qui aiment le poisson, qui est le saumon, sont complètement capotés. Dans le sens où il y a vraiment un attachement incroyable puis une passion pour ce poisson-là qui est très, 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 très grande. Alors, pour le commun des mortels, complètement capoté ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les saumons? Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme personnes qui aiment le saumon pour en prendre soin? Ben, c'est sûr que de façon générale, de faire attention à l'environnement, de faire attention à notre consommation de biens, tu sais, d'essayer de faire des choix qui sont cohérents avec la conservation des rivières. C'est surtout là où nous, on a un effet. Puis pour les pêcheurs, pour les gens qui se trouvent proches des rivières ou dans la nature, il y a toujours une bonne façon de faire les choses. Respecter aussi les meilleures pratiques. Donc, quand les gens vont pêcher, il y a des bonnes façons de pratiquer des activités de pêche, comme il y a des bonnes façons de pratiquer des activités autres, comme du camping proche des rivières ou du canot ou peu importe. Finalement, quand on pratique des activités sur et autour des rivières à saumon, puis qu'on en prend soin, qu'on fait attention à nos déchets, qu'on fait attention à notre comportement, ben c'est déjà un grand pas vers l'amélioration de la santé de ces rivières-là. Dans le fond, le secret, c'est juste d'être curieux puis de s'intéresser à la nature. Ben, c'est certain que de s'informer, c'est toujours un élément positif puis le fun en plus. Je pense qu'il faut pas oublier qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à mieux connaître la nature, de mieux connaître l'environnement. C'est passionnant, en fait, de voir tout ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le long d'une rivière, vous aurez, comme Myriam, la piqûre pour la pêche au saumon. Puis je suis tombée en amour en même temps avec sa pêche, tu sais, ça va faire 10 ans aussi que j'ai appris la pêche à la mouche, que je pêche maintenant pas juste le saumon, mais tu sais, je pêche plein d'espèces. Puis pour moi, tu sais, l'éthique puis le lien avec la nature, c'est super important. C'est des activités qui nous permettent tellement d'entrer en relation avec la nature, mais d'une façon, en fait, que peu d'autres activités me donnent accès à cet état-là. Je trouve ça vraiment incroyable. Dans le fond, tout le monde peut aider les saumons. Toi aussi, d'ailleurs, en ramassant les déchets quand tu vas en nature, en évitant de lancer des roches ou de marcher dans les frayères au printemps, en posant des questions et en apprenant leur nom, en parlant leur histoire. Parce que protéger le saumon, c'est protéger tout un monde autour. Alors, la prochaine fois que tu passes près d'une rivière, regarde-la bien. Il y a peut-être quelque part sous la surface un jeune saumon en train de se préparer pour le voyage de sa vie. Et avec un peu de chance, il va revenir. Et si toi ou ton prof, vous avez envie de faire quelque chose de super concret pour les saumons, on a un projet vraiment cool à vous proposer. La Fédération québécoise du saumon atlantique a créé une activité pédagogique qui s'appelle Histoire de saumon. C'est pas juste un atelier d'1 heure, c'est une vraie aventure qui peut s'étirer sur plusieurs semaines. Myriam nous explique comment ça marche. Puis nous, notamment à la FQSA, on a un programme éducatif qui s'adresse aux écoles. Majoritairement, c'est des écoles du primaire, donc je dirais entre la 2e et la 6e année. Les élèves peuvent participer à un programme. Ça s'appelle Histoire de saumon. Donc, c'est un programme qu'on travaille avec plusieurs partenaires, notamment le ministère de l'Environnement, de la Faune, qui nous donne gracieusement des œufs de saumon fécondés. Donc, les classes te voient installer là, un incubateur, donc un aquarium, mais avec un refroidisseur puis un bon filtre pour garder de l'eau très propre. Puis, notre équipe va distribuer à travers à peu près 70 écoles à chaque année des œufs de saumon fécondés. Donc, les élèves vont pouvoir suivre l'évolution. On les voit arriver avec les petits œufs fécondés où on voit les petits alevins vivants dedans. Sur une période de quelques semaines, ils vont voir éclore les œufs, voir les petits alevins aussi se développer. Puis, accompagné à ça, en fait, il y a une foule d'éléments. Il y a du matériel pédagogique qui a été développé expressément pour les jeunes. Donc, il y a des cahiers de l'élève,
Il y a un cahier du professeur aussi qui enseigne une foule de choses. Les gens, ils peuvent aller voir sur notre site web Histoire de saumon, ça se trouve super facilement. Tout le matériel est disponible, tout est gratuit. On est là aussi pour répondre aux questions. Il y a une foule de vidéos éducatives aussi pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à différents égards, en fait, pour expliquer justement les pistes de solutions parce qu'il y en a plein de l'espoir aussi. Il y en a plein de solutions qu'on peut mettre en place pour faire nos activités d'humains, mais tout en respectant la nature. Puis on a aussi un super jeu. C'est un jeu qu'on peut jouer sur la tablette là, pour justement suivre Salmo, qui est notre petite mascotte, à travers son cycle de vie. Puis là, il faut sauter des barrages, puis éviter des prédateurs, faire des nids. Donc, c'est assez amusant. C'est variable d'une école à l'autre, qu'est-ce qu'ils décident d'organiser, mais généralement, vers la fin de l'année, au mois de juin, quand il fait un peu plus chaud, c'est le temps d'aller remettre ces petits alevins-là. Évidemment, on apprend aussi que c'est pas 100% des alevins qui vont survivre. Donc, ça permet aussi de voir à quel point ils sont fragiles, mais ça permet aussi de voir à quel point ils sont forts. Donc, les élèves, à la fin de l'année, souvent, on peut accompagner des professeurs où il y a des écoles là, qui organisent une foule d'activités spéciales qui vont aller remettre les petits alevins dans une rivière proche de leur école. Ça prend un permis spécial. Souvent, c'est quelque chose qu'on explique aussi aux élèves et aux écoles. Au Québec, on n'a pas le droit d'avoir en captivité des animaux sauvages, même des œufs de saumon sauvage, comme ça, sans permis. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on travaille avec le ministère qui est associé à la faune. Puis nous, dans le fond, ils nous donnent un permis spécial à chaque année. Puis on identifie les écoles qui, eux autres, vont avoir leur permis, puis qui leur permettent de garder ces alevins-là, puis ces œufs-là, puis qui leur permettent aussi d'aller les porter dans une rivière, mais ça, on va leur dire à l'avance dans quelle rivière, ou même c'est à quel endroit dans la rivière, parce que nous, on s'assure là, qu'on respecte tous les critères du ministère avant d'autoriser ce genre d'activité-là. Et cette année, écoutez bien ça, Jeunesse maritime du Saint-Laurent a mis la main sur un kit complet. Donc, si Tatlas écoute cet épisode et que ça vous tente de vivre l'expérience, écrivez-nous. On peut vous l'envoyer avec tout le matériel pour que vous aussi, vous puissiez plonger dans l'histoire de ce poisson mythique. Parce qu'aider les saumons, ça peut commencer en classe et ça développe toute une histoire d'amour. C'est pas pour rien que je suis tombée en amour avec le saumon. Je pense que le développement des dernières années dans la science, c'est fascinant, puis je suis convaincue qu'il y a des clés là essentielles pour nous autres comme humanité pour faire face aux défis environnementaux. Là. Le saumon, c'est pas juste un poisson qui migre, c'est un lien vivant entre la mer, la rivière, entre la science, les traditions et nos gestes d'aujourd'hui. Et si on veut qu'il soit encore là demain, c'est maintenant qu'il faut l'écouter et surtout en prendre soin. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec cette série. Balado est produite par Jeunesse maritime du Saint-Laurent avec le soutien du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces aquatiques en péril de Pêche et Océan Canada. Un énorme merci à Myriam Bergeron de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique pour avoir partagé son expérience, sa passion et ses histoires de terrain avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Saumon Québec et la FQSA pour l'accès aux extraits de leur balado Traditions autochtones d'hier à aujourd'hui. La réalisation et le montage, comme toujours, sont signés Tommy Goupil, sans qui cette aventure sonore n'existerait même pas. Et si vous voulez prolonger l'expérience, retrouvez les autres épisodes ou explorer les ressources pédagogiques, tout est dans la description de cet épisode. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du Saint-Laurent à la découverte d'une autre espèce en péril.